Parlons de la situation à l'Université d'Ottawa. Bon, l'élément nouveau, vous avez vu cette lettre ouverte de plus de 600 enseignants qui sont venus à l'aide, à la rescousse de leurs collègues, là, Véroucha, lieutenant Duval. Lettre écrite d'appui dans les journaux. La polémique prend de l'ampleur. Je vais prendre 2 secondes parce que c'est pas tout le monde qui comprend un peu ce qui s'est passé. Laissez-moi 2 secondes pour expliquer. Cette enseignante en art à l'Université d'Ottawa, dans un de ses cours, explique que le terme « queer » utilisé par les LGBT, ils l'ont réapproprié à leur avantage pour, au fond, vaincre tous les préjugés que c'est parce que c'est un mot péjoratif, subissait au fil du temps. Dans son cours à elle, débat et réflexion sur la liberté d'opinion, d'expression, également sur le mot qui commence par « N », qualifiant les Afro-Américains, parce que ça vient de là, de « N-word », comme disent les Américains. Elle utilise le mot comme tel et dit, parce que les Afro-Américains l'utilisent beaucoup entre eux. Et le Code veut que nous, les Blancs, non. Pourquoi? C'est que c'est un mot qui est chargé d'histoire, chargé de beaucoup de douleurs, qu'employaient les maîtres à l'égard des êtres humains qui étaient considérés comme du bétail, comme des esclaves. Quand un Blanc l'utilise dans un contexte qui n'est pas particulier, c'est lourd de sens et voilà le Code. Elle l'a utilisé pour une démarche académique et là, elle est vilipendée, lynchée par les médias sociaux, par des militants, des étudiants militants, on les appelle comme ça. Ouais. Là, je résume un peu la polémique. Aujourd'hui, Emmanuel, ça rebondit à Québec et là, ça s'enflamme, ce débat-là. On s'entend là-dessus, ça s'enflamme parce que ça prend une toute autre tournure maintenant. Ben oui, parce que je pense que le premier ministre, et il n'est pas le seul, Dominique Anglade, la classe politique au Québec s'est approprié cet enjeu-là parce que, en y voyant un débat et une pente glissante très dangereuse sur l'enjeu non seulement de la liberté académique, mais sur l'enjeu du droit de débat dans une société et le danger dans la façon dont l'Université d'Ottawa, qui n'est pas la seule, l'Université Concordia a fait la même chose, CBC a fait la même chose, l'Université de Toronto, je veux dire, c'est un phénomène très large, c'est qu'en jugeant que ce qui est reçu comme on appelle ça une micro-agression, par un étudiant minoritaire, devient la loi et suffit à condamner les paroles de la personne qui les a prononcées. Alors, tout d'un coup, le contexte, l'intention de l'usage d'un mot chargé, comme ce mot qui commence par un N, est totalement exclu du jugement. Comprends-tu? C'est une microagression, c'est noir ou blanc. Et objectivement, s'il y a un lieu qui sert à développer la capacité de débattre, de se questionner et d'affronter des enjeux difficiles, déchirants, qui nous mettent inconfortables, c'est supposé être l'université. Et donc, la question, c'est est-ce que l'Université d'Ottawa n'a pas cédé à la pression d'une branche très militante de son corps étudiant. Ce que l'Université d'Ottawa a fait en suspendant l'enseignante et en arrivant, le recteur Frémont est arrivé avec une solution qui, disons-le, Mathieu, là, est dénuée de tout courage. Ben, alors là, moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est que tout le monde soit étonné. Je veux dire, pour peu qu'on suive ces questions-là avec un peu d'intérêt, ça fait des années que ceux qu'on appelle les méchants conservateurs, là, au sens pas du parti, mais des plans idéologiques, disent la censure dans l'université. Oui, mais évidemment. Moi, quand je disais ça, j'ai écrit un livre là-dessus, j'écris là-dessus depuis des années, puis on me dit, t'es fou, tu t'imagines des affaires, t'es complotiste. Je confirme. Et là, je dis non, c'est une réalité. Puis là, on documente, puis on nous dit, c'est toujours des cas particuliers. Et là, je vois aujourd'hui beaucoup de gens qui disaient hier que c'était fou subir eux-mêmes les foudres des milices radicales, woke, qui disent racistes. Donc, des gens qui, hier, diabolisaient, se font aujourd'hui diaboliser. Et moi, ce que je dis là-dedans, c'est que c'est une vieille leçon. À la Révolution, on dévore toujours ses enfants. Et le diabolisateur de la veille devient le diabolisé du lendemain. Qu'est-ce qu'on voit en ce moment? C'est la question du blasphème. Est-ce que des minorités idéologiques radicales ont le droit de considérer que leurs propres tabous doivent être imposés aux autres? Est-ce qu'ils peuvent décider d'institutionnaliser une forme du blasphème? Aujourd'hui, c'est un mot, demain, c'en sera un autre. Frémont, contrairement à ce qu'on nous dit, n'est pas lâche. Frémont est conséquent. Frémont, il applique la fameuse théorie du racisme systémique dont on nous parle depuis quelques semaines. C'est ça.
Frémont dit c'est au nom de la lutte contre le racisme systémique que je suspends la liberté de cette enseignante. C'est au nom de la lutte contre le racisme. C'est ce qu'il nous dit. Et lui, il applique ça. Alors moi, je suis pas surpris parce que ça fait des mois qu'on dit que cette théorie-là conduit là. Et là, il y conduit. Donc moi, je vois pas chez Frémont là, je vois à la rigueur un fanatique, c'est-à-dire un doctrinaire, un idéologue radical qui considère que la liberté d'expression est seulement bonne pour ceux qui en font un usage selon les codes idéologiques de ce noyau idéologique du système qui est l'université aujourd'hui. Rien de tout cela n'est étonnant, tout cela est banal. Ce qui est heureux, c'est qu'on est enfin du renfort. Et comme disait Parizeau, que le dernier entrée laisse la porte ouverte, s'il vous plaît. Enfin des renforts. Merci les amis. Vous arrivez un peu tard, mais on dit merci. Mais Marc-André, Mathieu dit que c'est banal. Tu es d'accord avec ça? Non, mais non, c'est vraiment pas banal. Puis c'est intéressant de voir qu'on parle de ce sujet-là aujourd'hui parce que je vais vous reculer en 2017. Lors de la course à chefferie du Parti conservateur, je travaillais avec M. Scheer et dans notre plateforme pour la chefferie, on parlait de la liberté d'expression sur les campus universitaires. Et à ce moment-là, on regardait M. Scheer, certains journalistes regardaient ça un peu de loin, disaient de quoi il parle. Puis on voyait, nous, que ça rejoignait vraiment les membres conservateurs et ça rejoint bien la population canadienne en général. Et dans notre plateforme électorale l'an passé, on avait parlé de ça. Et c'est un enjeu qui est hyper important. Présentement, c'est partout, Emmanuel le disait, dans des campus collégiales, universitaires, qu'on empêche des conférences d'avoir lieu, qu'on empêche des sujets d'être abordés. Et ça, c'est non. Oh. Et ça, c'est non. Pour moi, dans le pays qu'on vit, on ne doit pas permettre ça. Je veux juste amener une petite nuance avant que Mathieu poursuive ça. Je ne veux pas me porter à la défense du recteur de l'université, Jacques Frémont. Mais il ne faut pas oublier que dans ce contexte-là, lui aussi, je pense, s'est retrouvé pris entre l'écorce et l'arbre. Pas du tout. Non, mais attends, laisse-moi finir. C'est l'homme du projet de loi 59. Mathieu. Je sais que t'aimes ça. Voilà. Une seconde. Le doyen de la Faculté des arts a, lui, décidé de suspendre l'enseignante et lui l'a condamnée en lui reprochant d'avoir utilisé le mot. L'affaire s'est retrouvée devant le recteur qui est coincé avec une partie de la faculté qui se déchire la chemise, l'autre partie pour une autre raison, et c'est là qu'il tente un jugement pour couper la poire en deux, en disant qu'elle avait le droit d'utiliser ce mot-là, mais qu'elle doit en assumer les conséquences. Et moi, c'est là que je trouve qu'il a manqué de courage, parce que ce qu'il dit à ses professeurs, c'est « Oui, je vous reconnais le droit à la liberté académique, sauf que je ne vous défendrai pas. Vous êtes abandonné. C'est à vos risques et périls. Et c'est ça le problème, et c'est ça qui, moi, je crains, ne mène à une autocensure des enseignants face à des étudiants ultra-militants de la microagression. Ben, alors là, il y a environ 5000 choses à dire, on va en dire 3. Premièrement... Mathieu, je vais te prendre au mot, je les compte. Il y a beaucoup de virgules. Frémont, c'est lui qui dirigeait la Commission des droits de la personne et de la jeunesse quand il y a eu le projet de loi 59 qui voulait pénaliser la critique des religions. Donc là, il est conséquent avec lui-même. Deuxièmement, et ça me semble fondamental, Frémont vient de décider de menacer, il crée les conditions d'une menace généralisée dans son université, parce que si d'autres groupes d'offusqués, puis ça manque pas des offusqués, je suis offusqué, donc je suis, disent, mais pour moi, puis il nous le dit, les gens de la communauté majoritaire n'ont pas le droit de définir ce qui est une microagression pour les minoritaires. Parmi les minoritaires, il y a les indignés permanents, les autoproclamés, les indignés professionnels, qui eux disent, ben moi je me sens indigné, moi je me sens offusqué. Donc là, c'est une microagression, taisez-vous. Donc tous les autres professeurs en ce moment constatent qu'ils peuvent un jour se faire dénoncer pour rien. Puis troisièmement, dans le climat de lynchage qui aujourd'hui domine avec les médias sociaux, ces gens découvrent aujourd'hui ce que veut dire subir des propos haineux à répétition sur les réseaux sociaux et se trouvent ça terrible. Je les comprends. Réponse, les autorités doivent, moi j'en suis convaincu, lancer tôt ou tard, qu'on appelle ça commission d'enquête ou non, au Canada ou au Québec, une commission d'enquête, appelez ça comme vous voulez, sur la liberté académique, sur la liberté universitaire. Quelles sont les conditions qui ont rendu ça possible? Comment? Parce qu'à un moment donné, ces étudiants-là, ils n'ont pas pris ces idées-là nulle part. Les processus d'embauche chez les professeurs, l'endoctrinement du corps professoral, l'idéologisation du corps professoral, le poids des associations étudiantes qui décident quels propos sont autorisés ou non. Le rôle des commissaires à la diversité qui élargissent sans cesse la définition du racisme pour en faire une espèce de blob, pour se rappeler le film des années 80. Donc, c'est le statut même des universités qui doit être questionné avec ça aujourd'hui. C'est fondamental. Elles devraient être des lieux de liberté. Il n'y a rien de moins attaché à la liberté aujourd'hui que l'université. C'est ça la vérité qu'il faut dire. Il faudra avoir des puis il faudra avoir des conséquences. Il faudra avoir des conséquences. Si les universités ne permettent pas cet endroit-là académique d'évoluer, d'échanger et qu'on commence à censurer des professeurs, il y a des moyens de leur mettre
des conséquences, c'est que les législateurs, les gouvernements, les ministres, puis leur imposent des punitions. Tu sais, il y a des subventions de recherche et il va falloir les retirer si ce n'est pas le cas. Parce que présentement, on ne peut pas laisser aller ça. Et le recteur ici à l'Université d'Ottawa, oui, il pouvait être pris de l'arbre et l'écorce, mais présentement, je pense qu'il a pris une mauvaise décision et il n'a pas donné, il donne pas présentement quel climat ça fait présentement à l'Université d'Ottawa où présentement les professeurs vont avoir peur de tout aborder, vont avoir peur d'aborder des sujets et à la fin, c'est les étudiants qui vont perdre en richesse, en contenu. Puis, fait que je pense que c'est un jeu qui est extrêmement dangereux puis présentement. avec une dimension anti-québécoise là-dedans, si je peux me permettre, parce qu'il y a une dimension qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Québec, on se croyait à l'abri de ça. Même les Français étaient comme ça. Ils se disaient « Ah, c'est le politiquement correct des Américains, c'est une affaire de fou, ça nous arrivera jamais. » Et puis on se dit toujours que les folies américaines nous arriveront pas. Non, arrivent seulement avec quelques années de retard. Et là, en ce moment, il faut voir le mépris contre les francophones, parce que c'est essentiellement des francophones qui ont signé la première lettre. Et là, on nous dit c'est le vieux fond suprémaciste raciste des Canadiens français qui remonte à la surface. Oui, mais ça fait sûr, partie ça. du procès dégueulasse qui se fait en ce moment contre les profs qui défendent selon la fonction même de l'université qui est la liberté d'enquête, la liberté de réflexion. Donc, il y a une dimension là-dedans qu'il faut mentionner, qui n'est pas l'élément central, mais la haine des francophones s'exprime encore une fois, mais cette haine-là, elle est autorisée. Fucking frog, ça passe. Mais en tout cas, ça a résonné à Québec. On va entendre tout de suite, parce que le gouvernement du Québec, officiellement, s'en est mêlé aujourd'hui à la voix de sa vice-première ministre et du premier ministre lui-même. Je considère que la façon dont on remet en question cette liberté est inquiétante. Et pour le reste, la réaction de la direction, la façon dont on n'a pas du tout soutenu ce professeur-là, les commentaires qui en sont suivis, des informations personnelles sur la dame en question, je trouve ça un peu décourageant. C'est un dérapage important qui est inquiétant. C'est comme si on avait une espèce de police de la censure, là. Donc, faut vraiment arrêter ça, là. Il y a le volet aussi parce que sur les médias sociaux, nous dit-on, il y a eu des propos injurieux rattachés au caractère francophone de la prof en question et des profs qui l'appuient également. Emmanuel, on se posait la question pourquoi? Parce que c'est Mme Guilbeault, la vice-première ministre, qui est la première sur sa page Facebook. Il est allé de propos beaucoup plus durs que ce qu'elle a redit ensuite en public. C'est qu'elle est graduée de l'Université d'Ottawa. Elle était étudiante à l'Université d'Ottawa. Cette dimension-là, le fait que ces étudiants militants, certains d'entre eux en tout cas, s'en prennent aux francophones et à la francophonie et fassent un amalgame, Emmanuel, c'est du déjà-vu aussi, ça? Ben oui, c'est absolument pas surprenant. Il reste un bon vieux fond anti-francophone, anti-Québec au sein des élites anglophones du pays, où tous les efforts du Québec pour protéger son identité sont vus comme une marque de racisme. Mais ce qui est épouvantable dans ce débat-là, c'est que les universités sont en train d'accepter la logique de ce qu'on appelle en anglais le cancel culture, la culture de l'annulation. Donc, c'est faire taire plutôt que de débattre. Et moi, ce que je comprends pas là-dedans, c'est qu'objectivement, qu'est-ce qui a fait avancer les droits des minorités de toutes sortes au Canada et dans tous les pays du monde? C'est de débattre. C'est le choc des idées qui abat les murs de l'intolérance. Et moi, ce que je comprends pas, c'est que ces groupes-là érigent un mur d'intolérance pour justifier leur droit à une certitude absolue. Marc-André. Et ça pose un très grave problème. Mais Emmanuel a touché un point important. Quand on parle du cancel culture, c'est annuler la culture. Et on l'a vu, dès que M. Trudeau est arrivé en poste, il y a chez son bureau, c'est l'édifice Langevin qui a changé pour le bureau du premier ministre. On a vu des statues de Johnny MacDonald, l'Université Queen's qui vont enlever la statue de Johnny MacDonald devant son école de droit. Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse que cette culture-là de regarder le passé avec nos yeux de 2020. Dans 100 ans, ils vont nous regarder aujourd'hui, puis peut-être il y a des choses qui vont dire ça n'avait pas de bon sens. Cette décision-là de M. Legault, M. Trudeau, peu importe, ça n'avait pas de bon sens. Aujourd'hui, on ne pense plus pareil. Moi, je trouve ça très dangereux qu'on regarde avec nos yeux de 2020 des choses qui sont passées. Oui, il y a des choses qui sont inacceptables qui sont passées dans le passé, mais quand on commence ce jeu-là à regarder des anciens premiers ministres, qu'ils soient conservateurs, qu'ils soient libéraux, des anciens politiciens, peu importe la couleur politique qu'ils sont, c'est toujours dangereux parce qu'on peut toujours trouver un élément qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ça ne serait pas acceptable, qu'on devrait oublier d'oublier ce passé-là. Fait qu'au lieu de tout annuler ça, on devrait plutôt regarder qu'est-ce qu'ils ont fait et voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui.
aujourd'hui. Mais commencer à juger ce qui s'est fait du passé avec le regard de 2020, c'est un jeu qui est dangereux puis qui finit jamais. Sur l'Université d'Ottawa, il y en a deux dans la classe politique que j'avais hâte d'entendre aujourd'hui. Dominique Anglade, la première femme chef du Parti libéral du Québec, dont le papa est un héros de la résistance des Duvaliers, contre les Duvaliers en Haïti. Également Jagmeet Singh. Allez voir, hein, deux personnes, deux visions totalement différentes. Écoutons d'abord M. Singh. M. Singh, qui, au fond, a dit qu'il appuyait la décision de suspendre. Je m'excuse, on n'a pas l'extrait. Alors, allons-y. Le professeur ne doit pas utiliser un mot comme ça qui est chargé, qui est plein des racismes historiques, qui peut blesser les autres. C'est tellement clair. Donc, tout le monde sont d'accord. Je crois que c'est complètement inacceptable ce qu'elle a fait. Il faut qu'on ait des environnements où on puisse avoir des échanges puis discuter de ça. Et quel meilleur endroit que nos universités pour pouvoir justement avoir cette forme d'échange-là? Moi, je pense que dans les contextes, on a le droit de le prononcer. Puis je vous dirais que la liberté d'expression, non seulement elle est fondamentale, la liberté de débattre également, mais il faut qu'on soit capable. On le fait, mais on doit le faire également dans le respect des autres. Et ça peut se faire. Et ça doit se faire à l'intérieur de nos universités. Je crois que c'est une dérive que de vouloir l'écarter complètement. Parce qu'il y a des gens qui se sont réappropriés ce mot. Mathieu. Oui, c'est ça, mais c'est fondamental. Jagmeet Singh, on va utiliser les mots qui conviennent. Son propos, pour moi, je l'assume, est totalitaire. Monsieur nous témoigne de son rapport à la liberté d'expression. Il veut contrôler, selon des modes idéologiques particulières, ce qui peut se dire ou non dans les salles de cours. Monsieur Singh n'est pas attaché aux libertés civiles, n'est pas attaché aux libertés universitaires. Monsieur Singh veut, et pour la police de la pensée. Je ne suis pas surpris, mais je m'en désole néanmoins. Madame Anglade, je suis très heureux de sa position. J'ai appelé ça à la blague aujourd'hui sur Twitter, la coalition anglado-bocotiste, c'est-à-dire des alliances inattendues. Autour de quoi? C'est que notre société est fondée sur des principes fondamentaux. La liberté d'expression, la capacité de débattre de tous les dogmes, quels qu'ils soient, le tabou de la violence ou de la censure, même sur les choses qui nous choquent. Eh bien, aujourd'hui, si l'ensemble de la classe politique québécoise est capable de s'unir autour de la défense de ces principes-là, pour défendre pas un mot en particulier, pas deux, mais contre la logique de la censure qui est en train de s'établir, eh bien, c'est la plus belle alliance qu'on peut avoir. C'est les fondements de notre société contre des gens qui se comportent comme des ennemis idéologiques, non pas d'un parti ou de l'autre, mais de la démocratie. Avouez, elle ajoute. L'Alliance Anglade-Bocotiste. Oui, absolument. C'est la grande alliance nationale pour la liberté d'expression. Ça vient de se passer en direct. Et vous êtes les bienvenus. Vous ne bougez pas. On va poursuivre la discussion dans un instant, mais pour le moment, on va aller joindre un camarade.